Fred Bowen pointe une arme sur sa tête. Cela fait maintenant 5 heures qu'il est allongé sur l'herbe, une arme à la main. C'est la première fois que je raconte mon histoire. J'ai l'impression que ça pourrait aider des gens. Pendant plus de 20 ans, je ne me suis pas sentie prête à en parler. Les policiers ont tenté de le raisonner, mais lorsque les négociations ont échoué, ils ont lancé l'assaut. Un de mes frères m'a encouragé à parler il y a quelques mois. Il m'a dit « Ne laisse personne t'empêcher de raconter ton histoire. Les membres de ma famille ne la connaissent pas. Ils vont l'apprendre en voyant ceci. » D'abord, une grenade assourdissante. De la fumée pour détourner son attention. Au vu de la nature des événements qui suivent, nous ne montrerons pas les images. J'espère qu'ils comprendront ce que je ressens. Je veux juste qu'on soit une famille. C'est tout ce que je veux. Je détestais mon père. Je savais que c'était un prédateur. C'était un monstre qui faisait des choses monstrueuses. Il faut être mauvais pour faire le mal. Je n'ai pas demandé à naître dans cet environnement malsain qui a fait éclater ma famille. Il m'est arrivé des choses affreuses dans la vie et j'aurais voulu que ce soit autrement. Je dois aller de l'avant. J'ai beaucoup souffert, mais j'ai l'espoir que Dieu fasse changer les choses. Je n'ai pas de haine en moi. Je ne serai pas comme mon père. Je ne serai jamais comme lui. Je crois que c'est Freddy qui a pris cette photo. Je n'en reviens pas de la voir. C'était il y a si longtemps. C'est ma mère, mes frères, mes sœurs et moi. Je crois qu'on était sur le point de faire un pique-nique dans le jardin. Oui, je m'en souviens. À cette époque, on était une famille. On habitait dans une grande maison. Freddy avait 8 enfants avec ma mère. C'est lui qui voulait qu'on l'appelle Freddy au lieu de papa. Il avait à cœur d'avoir toujours l'air plus jeune. Il ne voulait pas être vu comme un père de famille. Freddy était très apprécié dans son entourage. Mon père voulait être témoin de Jéhovah. Il ne buvait pas, il ne fumait pas, il ne se droguait pas. Quand j'étais petite, je me sentais en sécurité avec lui. Quand il rentrait du travail, j'étais toujours très heureuse de le retrouver. Si je portais ses vêtements jusqu'à la machine, il me laissait prendre les pièces qui se trouvaient dans ses poches. Tout était normal, jusqu'à ce qu'il commence ses cours d'études bibliques. Misère et mépris à qui refuse l'éducation. Les choses ont commencé à changer à la maison. Qui ménage son bâton n'aime pas ses enfants. C'était Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On ne savait jamais de quelle humeur ils seraient. Mais celui qui les aime cherche à les corriger. Comme on était religieux, personne ne se doutait de son comportement. Les gens pensaient que mon père était un homme bon, mais il avait 2 visages. À la maison, c'était un monstre.
En fait, mon père était très égoïste. Le samedi matin, on se levait et on prenait notre petit déjeuner. Il arrivait que Freddie ne travaille pas le week-end et on restait parfois tout seul avec lui, si ma mère avait des courses à faire. Freddie voulait avoir la paix quand il était de repos. Mais mes frères et sœurs jouaient. Ils criaient, ils s'amusaient. Ils ne supportaient pas que les enfants fassent du bruit. Ils voulaient qu'on soit silencieux pour qu'ils puissent écouter sa musique. Ça suffit. Il nous faisait asseoir sur le canapé et il nous mettait du scotch sur la bouche, du scotch gris, pour nous empêcher de crier. En nous mettant le scotch sur la bouche, il nous appuyait sur le visage. Quand il faisait ça, ça me faisait peur. J'avais l'impression de suffoquer. C'était un adulte qui mettait du scotch sur la bouche de ses enfants. Ce n'était pas normal. C'était horrible. On était assis là avec du scotch sur la bouche. En général, il cherchait un album, ou alors il était au téléphone, ou il mangeait un sandwich. Mais il voulait être sûr qu'on n'allait pas crier. Si on essayait de se lever, il nous frappait et on devait se rasseoir. Il nous secouait en nous disant de ne pas faire de bruit. On savait ce qu'il attendait de nous. Et quand on ne bougeait plus, il retirait le scotch. C'était douloureux. Il l'enlevait d'un coup sec. J'avais peur de mon père. Je savais que ce n'était pas normal. Freddie usait de l'autorité et de la peur pour nous contrôler. Un jour, il est rentré du travail. Il avait l'air content. Il montrait à ma mère les palettes qu'il avait fabriquées. Et nous aussi, on les regardait. Il avait au moins 3 palettes. Certaines étaient plus épaisses que d'autres. Elles étaient longues comme ça et larges comme ça. Il y avait des trous sur la longueur. Quand il est rentré avec ses palettes, il était aux anges. Je ne l'avais jamais vu aussi heureux. Il comptait s'en servir pour nous corriger et voir si on allait l'écouter. Il les a utilisés juste après les avoir fabriqués. Un de mes frères avait apporté un disque à l'école pour faire un exposé dessus. Qui t'a autorisé à le prendre? Personne! Et tu l'as pris quand même? Freddie était hors de lui. Pourquoi tu l'as pris? Alors mon frère lui a expliqué que c'était pour un exposé et qu'il n'avait rien trouvé d'autre. Je veux pas le savoir. Mes enfants sont pas des voleurs. C'était très dur à regarder. Alors parfois, je m'enfermais dans un placard. Viens là. Je fermais la porte parce que je ne voulais pas l'entendre. Il m'arrivait même de me mettre un coussin sur les oreilles pour ne pas entendre les coups. Arrête, papa, je suis désolée. Ferme-la. Aujourd'hui, j'ai la phobie des espaces clos à cause de toutes ces fois où j'ai dû m'enfermer pour me cacher. Tu oses me répondre? Quand il voulait utiliser la palette, il nous disait de toucher nos chevilles et de garder nos mains par terre. Si on bougeait, il nous frappait à nouveau. J'entendais les fessées. J'entendais les coups et les cris. C'était horrible. Ma mère finissait par venir et demander à mon père d'arrêter.
Au bout d'un moment, il arrêtait. Mais Freddie n'a jamais exprimé le moindre remords. Un homme capable de faire ça à ses enfants est un lâche. On n'était que des enfants. Il voulait nous faire peur. C'était un samedi. On était tous censés être au lit. On le savait. Mais on s'amusait avec un ballon bleu. Le ballon a dévalé les escaliers. Mon père a demandé qui avait lancé le ballon dans les escaliers. J'ai dit que c'était moi. Là, il a commencé à m'attacher les bras. Il a serré très fort. Et ensuite, il m'a attaché les poignets aux chevilles. J'étais ligotée comme un rôti. Il m'a dit qu'il devait me corriger. Mais avant, il a voulu me lire ce que la Bible disait sur la punition des enfants. Il m'a lu un passage. Et quand il a fini de lire, il s'est mis à me frapper avec sa ceinture. À chaque coup, je priais pour que ça s'arrête. Je n'arrêtais pas de lui dire « C'est bon, c'est bon, c'est bon, papa ». J'étais en larmes. « Je suis désolée, d'accord ?» Je ne comprenais pas pourquoi mon père était aussi violent avec moi. Il a continué de me frapper. Puis il a fait une pause. Moi, je hurlais. J'étais en pleurs. J'appelais ma mère. Quand il a enfin posé sa ceinture, ma mère est arrivée. Et elle m'a dit qu'il fallait qu'on en parle à nos enseignants à l'école. Dis-le à tes professeurs, raconte-leur. Elle était consciente que son comportement n'était pas normal. Je l'ai regardée. Je pleurais toujours à cause de la douleur. J'avais peur de tout raconter. Je ne voulais pas qu'il me frappe à nouveau. Je me suis toujours demandé pourquoi ma mère n'en avait jamais parlé. J'ai toujours pensé qu'elle avait peur. Et plus tard, elle nous a avoué à quel point elle était terrifiée à l'époque. Elle nous l'a beaucoup répété. Elle était coincée dans cette relation. Ma mère, avec tous ses enfants, ne pouvait pas le quitter et prendre soin de nous. Alors elle est restée et elle a subi. J'étais en colère d'appartenir à cette famille. J'étais furieuse de vivre dans cet environnement, en sachant que j'allais devoir endurer ça tous les jours, jusqu'à ce que quelqu'un l'apprenne. Quand il nous frappait, ce n'était pas pour nous discipliner. Pour ça, il aurait pu nous envoyer au coin. Ce qu'il aimait, c'était nous faire souffrir. Un jour, mon père a constaté que de l'argent avait disparu. Je sais que tu l'as volé. L'un de mes frères volait souvent des bonbons à l'épicerie, alors il s'est dit que ce devait être lui. Voler quoi? Tu sais très bien de quoi je parle. Je savais que mon frère n'était pas responsable. Il aurait fallu être fou pour voler de l'argent à Freddie. Tu sais ce que tu m'as volé. Je ne mens pas! Tu continues de mentir? Mais il est allé voir mon frère pour lui demander où était passé l'argent. Tu sais de quoi je parle. Et il lui a dit, « Viens là, je vais te montrer. Et tu vas voir que tu ne toucheras plus jamais à mon argent. » Viens là.
On a tous suivi mon frère dans la cuisine. On se demandait ce qu'il allait lui faire, s'il allait lui couper la main avec un couteau. Je sais que c'est toi. J'ai rien fait! Arrête de me mentir. Il s'est approché de la gazinière. Il voulait lui brûler la main. Viens là, donne-moi ta main, dépêche-toi, approche-toi. Et il lui appuyait sur le bras. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Mes frères et moi, on lui criait tous d'arrêter. Non, Freddy, arrête! Arrête! On était tous en pleurs. On hurlait de toutes nos forces pour qu'il le lâche. Mais il continuait. Tu es un voleur, je vais te faire passer l'envie de voler, moi, tu vas voir. Tu vas voir ce que je fais aux voleurs, moi. Mon frère essayait de s'éloigner du feu. Et on suppliait mon père de ne pas lui brûler la main. Mais il a continué parce qu'il aimait lui faire peur. Et il l'a lâché. Mon frère n'avait rien fait. Je pense que mon père s'est inventé une raison de violenter quelqu'un parce qu'il voulait évacuer de la pression. Ce qu'il voulait, c'était faire une démonstration de force. J'avais envie de tout raconter. Mais en même temps, j'étais terrifiée parce qu'il faisait tout pour qu'on ait peur de lui et qu'on se taise. Je priais pour que Dieu le fasse disparaître. J'ai beaucoup prié pour ça. Si mon père disparaissait, tout irait mieux. Il arrêterait de nous frapper. Il arrêterait de nous menacer, de nous brûler la main et de nous ligoter comme des cochons. On arrêterait d'être traités comme des esclaves dans la maison, à travailler si dur. Et on n'aurait plus à subir toute cette maltraitance émotionnelle, mentale et physique. Je ne crois pas que Freddy se posait des questions sur nous. Il faisait juste ce dont il avait envie. Il m'a volé mon enfance. Je n'ai pas eu d'enfance, comme tous mes frères et sœurs. Il avait toujours une espèce de rage en lui qu'il n'arrivait pas à maîtriser. Ça partait d'un coup, quand les choses n'allaient pas dans son sens. Un jour, j'étais en voiture avec mes deux parents. On accompagnait mon père dans un déplacement. Et tout d'un coup, une voiture lui a coupé la route. J'hallucine, vous avez vu ça? Ça l'a beaucoup énervé. Hé, arrête-toi! Il s'est emporté. Je l'ai vu sortir de la voiture pour aller voir le conducteur. Tu aurais pu nous tuer. Calmez-vous. C'est toi qui vas te calmer. Puis il s'est mis à le frapper. Il l'a roué de coups. Ma mère s'est mise à crier. « Reviens dans la voiture! Arrête, reviens !» Mais il continuait de frapper. J'avais sous les yeux un homme enragé qui voulait prouver qu'il avait le dessus. Je savais à quel point il pouvait être violent et que rien ne l'arrêterait. Ma mère lui disait « Arrête, la police va arriver ». C'est là qu'il s'est calmé. Il a laissé l'homme par terre. Quand il est remonté dans la voiture, il rigolait et il commentait ce qu'il avait fait. Il était content. Il avait l'air fier de lui. Vu sa réaction à ce moment-là,
Le fait qu'il soit sorti de la voiture pour aller se battre, il était content d'avoir gagné son combat, j'imagine. Il était vraiment fier de lui. Moi, j'ai trouvé ça insensé. Ça m'a semblé irrespectueux. J'étais dans la voiture. Cet homme aurait pu nous tuer. Freddie aussi aurait pu nous tuer. Il était hors de contrôle. Il avait disjoncté. Les gens normaux ne réagissent pas comme ça. Je savais que c'était un prédateur à cause de tout ce qu'il avait fait. Freddie me demandait de nettoyer sa chambre. Un jour, pour faire le lit, j'ai dû soulever le matelas pour mettre le draus. Et en soulevant le matelas, j'ai vu des photos de femmes nues. C'étaient des photos pornographiques. Des femmes dans différentes positions sexuelles, mais les femmes sur ces photos étaient endormies. Un jour, quand j'étais petite, il m'avait demandé d'aller lui chercher sa mallette. Il en avait deux. Une pour ses magazines religieux et une autre remplie de photos de femmes nues. Des femmes de toutes les couleurs. Il y en avait beaucoup. Ça m'a beaucoup choquée. Ça m'a dégoûtée. Je n'avais pas à voir ça. Mais il avait fait en sorte que je tombe dessus. Du haut de mes 9 ans, j'ai pensé qu'il allait essayer de me faire quelque chose. Avec le temps, je crois que mon père est devenu de plus en plus mauvais. On ne passait jamais un été normal. Pendant les vacances d'été, il nous faisait porter des pulls d'hiver. Toutes les filles de la famille devaient porter des cols roulés. On n'avait pas le droit de mettre des débardeurs comme les voisines. Tous les autres enfants nous disaient « Vous n'avez pas chaud en pull ?» Je répondais toujours « C'est Freddie qui veut qu'on porte ça. » À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi. Mais quand j'y pense, Freddie était dérangé. Il avait des sentiments envers nous. Et il voulait qu'on cache notre corps pour l'empêcher d'abuser de ses enfants. Si on était couvert, il avait moins envie de nous regarder. J'ai remarqué qu'entre 20h et 21h, ma mère prenait un petit comprimé blanc. Ça l'assommait. Freddie donnait des cachets à ma mère pour calmer ses nerfs. Ces cachets la faisaient dormir. Le médecin les lui avait prescrits parce qu'elle était angoissée du fait d'avoir autant d'enfants. Ça venait de là. Il lui apportait un verre d'eau et il s'assurait qu'elle ait bien pris ses cachets. Ensuite, elle s'endormait avec le ventilateur allumé. Une fois ma mère au lit, il attendait 1 heure ou 2 pour être sûr qu'elle soit bien endormie. L'été, il y avait un ventilateur dans chaque pièce de la maison. Quand il a installé tous ces ventilateurs, on n'a pas compris ce qui se passait. Mais depuis,
J'ai compris à quoi il servait. Les ventilateurs couvraient le bruit. Il les avait installés pour préparer son prochain coup. Un soir, ma mère était sortie faire des courses. Je suis rentrée 3 minutes en retard. On devait être à la maison à 20h. Je m'amusais avec une copine et j'ai dépassé l'heure. Il m'a dit, « Tu es en retard. » Il était juste derrière moi et il m'a dit, « Descends et déshabille-toi. Je vais te corriger. » Le sous-sol de la maison était aménagé. C'est là que Freddie organisait ses soirées d'études bibliques. Mais pour moi, ce sous-sol était un lieu d'agonie. Le mal avait pris le dessus. Il m'a fait descendre au sous-sol. Il était torse nu. Il m'a dit de le rejoindre. Et là, il m'a frappé, alors que j'étais en sous-vêtements. Il me frappait avec sa ceinture. J'étais en pleurs. Je lui demandais d'arrêter. Je le suppliais d'arrêter. Mais il a continué de me frapper pendant au moins 10 minutes. Les enfants regardaient la télévision dans leur chambre, avec les ventilateurs allumés. Les ventilateurs étaient toujours allumés. Personne ne pouvait entendre qu'il était en train de me battre au sous-sol. Il transpirait à force de me frapper. Il faisait chaud, mais il prenait du plaisir. Je me suis sentie humiliée et souillée. Après m'avoir frappée, il a voulu un câlin. Il m'a dit de m'approcher de lui. Et il m'a prise dans ses bras. J'avais la main comme ça. Je ne voulais pas qu'il me touche. Et il m'a dit, ne le dis à personne. Ça reste entre nous, d'accord? Je lui ai dit, d'accord. Je n'avais qu'une envie, c'était de mourir. Je le haïssais encore plus qu'avant. Je suis la plus intrépide de nous tous. Quand c'est pour la famille, il faut intervenir. Quand on aime, il faut agir. La famille, c'est tout ce qu'on a. Un jour, j'ai vu Freddie jouer avec ma sœur. Ils se lançaient la balle et ils rigolaient tous les deux. Mais ma sœur a lancé la balle en direction de son visage. Alors il s'est baissé et tout d'un coup, j'ai entendu une vitre se briser. Ma sœur avait accidentellement lancé la balle de baseball à travers la vitre. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Il s'est énervé. Viens là! Il a explosé. Il répétait « Où est ma ceinture? Où est ma ceinture ?» Où est ma ceinture? Va me la chercher! J'en étais arrivée à un point où je n'en avais plus rien à faire. Je me fichais de ce qui allait m'arriver. Tout ce que je voulais, c'était protéger ma sœur. Laisse-la tranquille! J'ai pris la ceinture et je lui ai dit « Tu ne frapperas pas ma sœur. » Et il ne l'a pas frappée. Mais quand j'ai pris sa ceinture, il m'a regardé. Il m'a plaqué contre le mur et il m'a dit « Si tu refais ça une seule fois, je te tue. » N'essaie pas de m'empêcher de faire ce que j'ai décidé. Sinon, je te tue. Tu as compris? Je crois que c'est la première fois qu'il a menacé de me tuer. Je suis montée dans ma chambre et j'ai pleuré. Je savais qu'il n'en avait pas terminé.
J'ai toujours eu peur que ça se finisse mal pour nous. Il n'arrêtait pas de menacer ma mère. Un jour, on rentrait de l'école et dès qu'on a passé le pas de la porte, ma mère nous a dit « Il faut partir. Freddy veut tuer tout le monde. Il veut vraiment nous tuer. Vous ne pouvez pas rester là. Prenez à manger. » Et on est allé à quelques pas de la maison, chez la sœur de ma mère, avec notre repas. Vous êtes où? Tout ça parce qu'il avait envie de tuer tout le monde ce jour-là. Je vais tous vous tuer! Ma mère est restée avec lui pour tenter de le raisonner. Et une fois qu'il s'est calmé, ma mère est venue nous chercher. Ce genre de choses est arrivé plusieurs fois. Ses crises de colère le poussaient à vouloir s'en prendre à ses enfants. On ne pouvait pas rentrer chez nous parce qu'il ne voulait pas entendre notre voix. Pour moi, ce n'était plus mon père. Je voulais que mon père meure. Je voulais qu'il soit mort ou qu'il quitte la maison. Je me disais que s'il mourait, on n'aurait plus à souffrir. J'avais un petit copain à 16 ans. Et je lui ai raconté ce qui se passait à la maison. Je lui ai dit que je voulais qu'il meure. Il m'a demandé si je voulais qu'il s'en occupe. Il faisait partie d'un gang. Ça aurait pu être réglé rapidement. J'ai envisagé de lui demander de tuer mon père. J'ai réfléchi une minute et je me suis dit que ça pouvait être une solution. Mais j'ai aussi réfléchi à ce que je risquais. Je lui ai dit de ne pas le faire. C'était trop risqué pour nous. J'ai opté pour une autre voie. J'ai préféré laisser Dieu s'en charger. C'est ce que la Bible m'avait enseigné. L'Église a fini par découvrir la vraie nature de Freddy. Et mon père a été excommunié à cause de tout le mal qu'il faisait autour de lui. Il a été définitivement exclu de la congrégation. Mes parents ont commencé à s'éloigner l'un de l'autre et ils se sont séparés. J'ai appris qu'il avait entamé une relation avec une voisine. J'ai entendu dire qu'ils allaient s'installer dans le Minnesota et se marier. La dernière fois que j'ai vu Freddy, il m'a dit « Je vais quitter la ville, je vais bientôt partir. » Je lui ai dit « D'accord, prends soin de toi. » Je lui ai fait une petite accolade. Et je me suis dit que la relation qu'il entamait serait forcément abusive. Mais je n'ai jamais rencontré la femme dont il était tombé amoureux. Sinon, je l'aurais prévenu que c'était un homme violent. J'étais persuadée que ça se finirait mal. Je me disais qu'il y aurait des morts. Je suis restée plusieurs années sans le voir. Je n'habitais plus dans l'Indiana, mais au Texas. Je venais d'emménager dans un nouvel appartement. J'ai appelé ma mère pour lui dire. Ma mère m'a passé mon frère, et quand il a pris le téléphone, il m'a dit que Freddy était mort. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'il s'était fait tuer.
J'ai demandé des détails. Et il m'a répondu, il a tué une femme. C'était sa compagne. Fred Bowen pointe une arme sur sa tête. La police a des raisons de croire qu'il a tué sa fiancée, Yvonne Thompson, qui était âgée de 41 ans. Il voulait l'épouser, mais elle ne voulait pas. Elle lui a dit qu'elle ne voulait pas se marier. Ça l'a contrarié. Il s'est mis en colère. Il est allé chercher son pistolet dans sa voiture. Et quand il est revenu, lui demander pourquoi elle ne voulait pas l'épouser, il n'a pas accepté son refus. Alors il lui a tiré 2 balles dans le dos. Les policiers ont tenté de négocier avec Bowen tout l'après-midi. Cela fait maintenant 5 heures qu'il est allongé sur l'herbe, une arme à la main. Ils ont installé un périmètre de sécurité pendant qu'il était sur l'herbe. Il disait à tout le monde qu'il était désolé pour ce qu'il avait fait à ses enfants. Il voulait peut-être qu'on lui pardonne. Je ne sais pas. Les policiers de Saint-Paul ont tenté de le raisonner, mais lorsque les négociations ont échoué, ils ont lancé l'assaut. Il n'aurait écouté personne. Il voulait mourir. Il a eu ce qu'il voulait. D'abord, une grenade assourdissante, de la fumée pour détourner l'attention. Sur les images au ralenti, on voit Bowen se retourner. Les policiers affirment qu'il a pointé son arme sur eux. Alors ils ont tiré. Bowen a été abattu. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas pleurer. Je ne ressentais rien pour cet homme qui m'avait maltraité. C'est le soulagement qui a pris le dessus. Une fois mort, il ne pouvait plus faire de mal à personne. Après les événements, les proches d'Yvonne Thompson sont sous le choc. D'après eux, Yvonne envisageait de mettre un terme à leur relation. J'ai réfléchi au temps qu'ils ont passé ensemble. Je me suis demandé pourquoi il avait refusé de la laisser partir. J'étais bouleversée et blessée. J'étais en colère. Comment avait-il pu la tuer? Pourquoi il avait fait ça? J'aurais voulu la sauver. J'aurais voulu pouvoir le convaincre de l'épargner. Je sais que j'aurais pu l'empêcher de passer à l'acte. C'était toujours moi qui intervenais quand Freddie était sur le point de s'en prendre à quelqu'un. J'aurais pu l'empêcher de faire du mal à cette femme. Elle avait des enfants. J'aurais voulu leur dire que j'étais désolée pour ce qui était arrivé à leur mère. J'avais beaucoup de peine pour ses enfants. Elle est belle. Je découvre le visage de cette femme. Je ne l'avais jamais vue. Je n'avais jamais vu d'image d'elle. Je n'ai jamais fait de recherche à la bibliothèque ou ailleurs pour la voir. Je me l'étais juste imaginée. On m'avait dit qu'elle était belle. C'est tout ce que je savais. Ça m'a fait de la peine pour elle. J'aurais aimé pouvoir l'avertir quand elle s'est mise avec lui. Je lui aurais dit de quitter mon père avant qu'il lui fasse du mal, parce qu'il était toxique. Je lui aurais conseillé de trouver quelqu'un de plus équilibré. Si je lui avais dit tout ça quand j'étais enfant, elle aurait pu se sauver. Elle aurait pu déménager et faire sa vie avec quelqu'un d'autre. J'aurais aimé faire ça pour elle. Mais je ne l'ai jamais rencontrée. J'ai décidé de pardonner à Freddie parce que j'avais avancé dans la vie et que je voulais être tranquille. La Bible nous dit de pardonner
Je ne peux pas le juger. Pourtant, il m'a fait vivre un enfer. Selon la Bible, le diable est parmi nous et ses anges aussi. Et tant qu'ils seront là, le mal existera. Freddy nous a fait beaucoup de mal. Il avait le mal en lui. Certaines personnes acceptent de laisser le mal les posséder et s'emparer d'eux. Le mal les contamine jusqu'à ce qu'ils deviennent des monstres. C'est important pour moi de raconter mon histoire parce que j'ai beaucoup souffert et j'ai vécu de nombreux traumatismes. Ça fait longtemps que je ressens le besoin de m'exprimer sur le sujet. Ça m'a beaucoup bloqué. Ça m'a souvent empêché de faire des choses. Et c'est une immense souffrance. Ce qui m'a sauvée, c'est de penser à Dieu. Mes prières m'ont enseigné que personne n'est parfait, que je n'avais pas mérité ça et qu'il y avait toujours de l'espoir. Je suis contente qu'il ne puisse plus faire de mal à personne. La souffrance et les cauchemars seront toujours là. Même mort, il continue de hanter mes rêves. J'ai peur de lui. Je me réveille en pleine nuit à cause de lui. Ça ne s'arrêtera jamais. Il est tellement cruel qu'il nous maltraite encore depuis l'au-delà. Je me reconstruis grâce à l'art. J'ai commencé la peinture en 2009. Quand je peins, ça me détend. Ça m'empêche de penser. Ça apaise ma colère. Je me concentre sur le pinceau et je me contente de peindre. Quand je me trompe dans ma peinture, je me demande ce que Dieu veut que je fasse de cette erreur. Quand on se trompe dans la vie, on apprend de ses erreurs. Il ne faut pas abandonner. Il faut se battre. Aujourd'hui, j'arrive à apprécier la vie. La vie nous apporte toujours quelque chose de nouveau. Il y a toujours une tempête à l'horizon. Certaines personnes s'en sortent, d'autres pas. Moi, je m'en suis sortie. Je suis une survivante. La nuit où tout a basculé, personne n'a entendu de cris, seulement le bruit d'un moteur qui s'éloigne trop vite, avalé par les routes plates du Michigan, et c'est peut-être cela qui hante encore la ville, cette absence de son au moment précis où quelque chose d'irréversible s'est produit, comme si le silence lui-même avait conspiré pour effacer les traces. En 1986, l'hiver arrivait plus tôt que prévu, l'air coupant, les lampadaires projetant des halos jaunes sur des trottoirs presque vides, et au cœur de ce décor banal, une disparition s'est installée, discrète, tenace, prête à devenir un cold case qui allait ronger la mémoire collective pendant des décennies. Au matin, les journaux parlaient d'une routine interrompue, d'une jeune femme qui n'était jamais rentrée, d'une voiture retrouvée mal garée près d'un terrain vague, portière verrouillée, clés absentes, aucun signe évident de lutte, seulement cette sensation lourde que quelque chose clochait. Les voisins se souvenaient de détails contradictoires, un feu allumé tard, une silhouette aperçue de loin, un bruit confondu avec le vent. Rien de suffisamment solide pour s'accrocher, rien qui puisse empêcher la peur de s'infiltrer lentement dans chaque maison. La communauté, soudée par l'habitude plus que par la méfiance, a d'abord refusé d'y croire. Ici, les crimes graves arrivaient ailleurs, dans les grandes villes, pas dans ces rues où tout le monde connaissait le prénom du facteur. Et pourtant, les heures sont devenues des jours des semaines, et l'absence a cessé d'être temporaire. La police a parlé de procédures, de patience, de vérification en cours. Les familles ont parlé de cauchemars éveillés, de téléphones qui ne sonnaient jamais, de nuits sans sommeil. L'enquête a commencé comme tant d'autres, méthodique, presque rassurante dans sa lenteur. On a interrogé les proches, les collègues, les voisins. On a reconstruit les dernières heures connues, minute par minute, comme si la précision pouvait conjurer l'inconnu.
Les enquêteurs ont suivi des pistes fragiles, un ancien différend, une voiture similaire signalée à des kilomètres de là, un appel anonyme aussitôt rétracté. Chaque indice semblait promettre quelque chose, puis s'évaporait, laissant derrière lui un goût métallique de frustration. Très vite, le mot a circulé, d'abord à voix basse, puis dans les rapports officiels, cold case potentiel. Un terme clinique pour désigner une douleur vivante. Les médias s'en sont emparés, titrant sur la disparition mystérieuse, sur le choc dans la communauté, sur l'angoisse qui montait. Les caméras ont filmé des visages fermés, des bougies allumées lors de veillées improvisées, des pancartes demandant des réponses. La ville s'est retrouvée sous les projecteurs, exposée dans sa vulnérabilité. Les mois ont passé. Les saisons ont tourné. L'hiver a laissé place à un printemps hésitant, puis à un été trop lumineux pour le deuil qu'il contenait. Les recherches ont ralenti, non par manque de volonté, mais par épuisement des pistes. Chaque nouveau témoignage semblait une variation du précédent. Chaque nouvelle fouille un geste d'espoir plus que de certitude. La disparition est devenue une ombre permanente, présente dans les conversations, absente des solutions. Pour la famille, le temps s'est figé. Chaque jour commençait avec la même question et se terminait sans réponse. Ils ont appris le langage de l'attente, cette discipline cruelle qui consiste à rester disponible à l'impossible. Ils ont appris à reconnaître le bruit d'une voiture qui s'arrête trop longtemps devant la maison, le ton particulier d'un appel de la police, l'équilibre fragile entre espoir et effondrement. Le cold case n'était pas encore officiel, mais il était déjà là, suspendu au-dessus d'eux. Dans les bureaux des enquêteurs, les dossiers se sont empilés. Les photos ont jauni légèrement. Les cartes ont été réannotées, puis rangées. On a relu les transcriptions, cherché des incohérences, imaginé des scénarios alternatifs. Était-ce quelqu'un de passage, un acte opportuniste, ou au contraire une connaissance, quelqu'un qui savait où et quand frapper sans attirer l'attention? Chaque hypothèse ouvrait une porte qui menait à un couloir sans fin. La technologie de l'époque imposait ses limites. Les analyses ADN n'en étaient qu'à leur balbutiement. Les bases de données étaient fragmentaires. Ce qui aujourd'hui semblerait évident était alors hors de portée. Les enquêteurs le savaient, et cette connaissance ajoutait une couche supplémentaire de pression. Résoudre maintenant ou risquer de ne jamais résoudre. Le cold case se construisait lentement, brique après brique, alimenté par le passage du temps. La ville, elle aussi, a changé. Les parents ont modifié leurs habitudes, les horaires, les trajets. Les portes se sont verrouillées plus tôt. Une vigilance nouvelle s'est installée, discrète mais persistante. On se méfiait des inconnus, puis, plus insidieusement, des visages familiers. La disparition avait fissuré une certitude fondamentale, celle que le danger vient toujours d'ailleurs. Les années suivantes ont vu l'affaire glisser hors des gros titres, remplacée par d'autres urgences, d'autres drames. Mais ici, elle n'a jamais vraiment quitté les esprits. Elle revenait à chaque anniversaire, à chaque article rétrospectif, à chaque rumeur de relance. Le cold case était devenu un point de référence, une histoire racontée aux nouveaux arrivants, un avertissement silencieux. Certains témoins ont quitté la région, emportant avec eux des souvenirs peut-être incomplets, peut-être cruciaux. D'autres sont décédés, leurs secrets enterrés avec eux. Chaque perte humaine rétrécissait le champ des possibles. Les enquêteurs notaient ces absences comme autant de portes qui se fermaient définitivement. Le cold case gagnait en poids à mesure qu'il perdait en options. Puis, au fil du temps, quelque chose de subtil s'est produit. Des détails autrefois jugés insignifiants ont commencé à sembler étranges. Une incohérence dans un emploi du temps. Une déclaration trop lisse. Un alibi qui tenait, mais sans chaleur. Rien de suffisamment concret pour justifier une arrestation, mais assez pour empêcher l'oubli total. L'affaire restait officiellement non résolue, mais elle respirait encore. Les archives ont été rouvertes à plusieurs reprises. Chaque nouvelle génération d'enquêteurs y apportait son regard, sa méthodologie, ses doutes. Ils lisaient les mêmes pages, mais entendaient parfois des dissonances que leurs prédécesseurs n'avaient pas perçues. Le cold case devenait un terrain d'apprentissage, une énigme transmise, presque un héritage professionnel. Pendant ce temps, la famille vieillissait avec la question. Les photos sur les murs racontaient une histoire interrompue. Les fêtes étaient marquées par une chaise vide, une absence qui ne se comblait jamais. Ils ont participé à des émissions, donné des interviews, supplié pour toute information, même minime. Chaque appel était une promesse potentielle, souvent suivie d'un silence dévastateur. Dans les années 2000, les avancées technologiques ont ravivé un espoir prudent. Des preuves anciennes ont été réexaminées. Des objets conservés trop longtemps ont retrouvé une valeur nouvelle. Les enquêteurs parlaient de possibilités, de comparaisons ADN, de bases de données élargies.
Le cold case, longtemps figé, semblait frémir. Mais les résultats tardaient. Chaque test prenait du temps, chaque correspondance potentielle exigeait des vérifications interminables. La patience était redevenue une monnaie obligatoire. L'affaire avançait par à-coups, un pas en avant, 2 pas de côté. Et toujours cette question, lancinante, presque accusatrice. Comment a-t-on pu passer à côté? La ville observait ces développements avec une attention mesurée. Trop de fausses alertes avaient déjà épuisé l'enthousiasme. Pourtant, quelque chose persistait, une intuition collective que cette histoire n'était pas terminée. Le cold case avait survécu à l'oubli médiatique, à l'usure du temps, à la fatigue morale. Il attendait. Et c'est dans cette attente prolongée, lourde, presque insupportable, que s'achève ce premier mouvement. Rien n'est encore résolu. Les certitudes sont rares, les zones d'ombre vastes. Le cold case du Michigan, né en 1986, continue de planer sur la ville comme une question sans ponctuation, suspendue entre passé et présent, prête à révéler, un jour peut-être, un secret trop longtemps enfoui. Quand l'affaire est entrée dans sa 2e décennie, elle n'a pas fait de bruit. Aucun titre fracassant, aucun point de presse. Le cold case du Michigan ne s'est pas réveillé brusquement. Il a recommencé à respirer lentement, presque en cachette, à travers de petites anomalies que seuls des enquêteurs obstinés savaient encore remarquer. Les archives, rangées dans des cartons ternis par le temps, ont été sorties une nouvelle fois, non pas parce qu'un miracle était attendu, mais parce que l'oubli était devenu inacceptable. Les nouveaux enquêteurs n'avaient pas vécu la panique de 1986. Ils n'avaient pas vu la ville se refermer sur elle-même, ni entendu les promesses pressées faites à une famille encore sous le choc. Leur regard était plus froid, moins chargé d'émotions, et c'est précisément ce qui inquiétait certains anciens. Un cold case, disait-il, exige de la distance, mais aussi du respect. Trop de distance, et l'on perd le sens humain. Trop de respect, et l'on n'ose plus remettre en question les erreurs passées. Ils ont commencé par relire chaque déclaration, non pas comme un récit, mais comme une structure. Qui parlait en premier. Qui ajoutait des détails sans qu'on les demande. Qui, au contraire, répondait juste assez. Certaines phrases semblaient désormais trop bien construites, trop cohérentes pour être spontanées. D'autres, maladroites à l'époque, prenaient une tonalité différente à la lumière du temps. Le cold case se révélait moins figé qu'on ne l'avait cru. La communauté, elle, avait appris à vivre avec cette présence invisible. Les enfants de 1986 étaient devenus adultes. Certains ignoraient les détails, d'autres connaissaient l'histoire mieux que leurs parents. Le nom de la victime était prononcé avec une prudence presque superstitieuse, comme s'il portait encore une charge capable de réveiller quelque chose de dangereux. Le cold case faisait partie du paysage mental, au même titre que les routes ou les lacs gelés en hiver. Un élément, longtemps considéré comme secondaire, a fini par attirer l'attention. Un témoignage bref, noté en marge d'un rapport, jamais réellement exploité. À l'époque, il semblait incohérent, presque inutile. Des années plus tard, il sonnait différemment. Pas comme une preuve, mais comme une dissonance. Et dans un cold case, la dissonance est souvent plus précieuse que l'harmonie. Les enquêteurs ont retracé les mouvements de cette personne, sans bruit, sans annonce. Ils ont croisé les données disponibles, maigres mais suffisantes pour établir une chronologie approximative. Rien de criminel, rien d'illégal, juste une succession de choix qui, mis bout à bout, formaient une silhouette trouble. Le cold case ne criait toujours pas. Il murmurait. À mesure que l'attention se déplaçait, d'anciennes certitudes se fissuraient. Certains suspects initiaux perdaient de leur consistance. D'autres, jamais réellement considérés, prenaient une place inattendue. Le danger n'était plus l'inconnu venu d'ailleurs, mais la banalité. Quelqu'un qui connaissait les horaires, les habitudes, les raccourcis. Quelqu'un qui n'avait pas eu besoin de forcer quoi que ce soit. La famille, informée par fragments, oscillait entre fatigue et espoir prudent. Chaque relance réveillait la peur d'un nouvel effondrement. Ils avaient appris à se protéger émotionnellement, à ne pas croire trop vite. Le cold case leur avait enseigné une forme de discipline intérieure, dure mais nécessaire. Attendre, encore, sans se briser. Dans les laboratoires, des techniciens ont ressorti des scellés oubliés. Des objets simples, presque insignifiants. À l'époque, ils n'avaient rien révélé. Aujourd'hui, ils représentaient une possibilité. Pas une promesse. Une possibilité. Le cold case se nourrissait de ces marges étroites où la science rattrape le passé sans jamais le réparer complètement. Chaque avancée générait de nouvelles questions. Pourquoi cette piste n'avait-elle pas été explorée plus tôt? Était-ce un manque de moyens ou un excès de confiance dans une théorie dominante? Les enquêteurs évitaient les accusations ouvertes.
Le temps avait déjà assez abîmé les faits. Ajouter des conflits internes n'aurait rien apporté. Le col de Case exigeait une lucidité sans rancœur. Dans la ville, quelques rumeurs ont recommencé à circuler. Rien de précis. Juste des impressions, des souvenirs réinterprétés. Une phrase entendue autrefois et jugée étrange aujourd'hui. Un regard, un silence, une absence remarquée trop tard. Les enquêteurs savaient que la mémoire collective est fragile, malléable, parfois trompeuse. Mais ils savaient aussi qu'elle peut contenir des vérités enfouies sous la honte ou la peur. Le dossier a pris de l'épaisseur. Non pas parce qu'il se rapprochait d'une solution claire, mais parce qu'il devenait plus complexe. Chaque couche révélait des contradictions, des zones grises, des décisions prises dans l'urgence et jamais réévaluées. Le col de Case cessait d'être une énigme simple. Il devenait un système d'erreurs, de hasard et de silence. Un ancien enquêteur, désormais retraité, a accepté de parler. Pas officiellement. Pas devant une caméra. Juste pour expliquer ce qui, à l'époque, semblait évident et ne l'était plus. Il a parlé de pression médiatique, de ressources limitées, de certitudes construites trop vite pour assurer une ville paniquée. Son témoignage n'accusait personne. Il décrivait un contexte. Et ce contexte expliquait beaucoup. Les nouveaux responsables ont compris alors que résoudre le cold case ne signifiait pas seulement identifier un coupable. Cela signifiait comprendre pourquoi l'affaire avait échappé si longtemps à toute conclusion. Chaque retard, chaque détour, chaque impasse faisait partie de la vérité globale. Une vérité moins spectaculaire, mais plus dérangeante. La nuit, certains enquêteurs rêvaient encore de cette affaire. Pas de scènes violentes, mais de détails absurdes. Une horloge qui n'avance pas, une route qui se répète, un visage sans trait. Le cold case s'insinuait dans les pensées, rappelant que certaines histoires refusent d'être confinées à des dossiers. À mesure que les années passaient, une certitude s'installait lentement. Quelqu'un savait. Peut-être depuis le début. Peut-être depuis longtemps. Le silence n'était plus seulement un vide. Il devenait un acte. Et dans ce cold case, chaque jour de silence ajoutait une couche supplémentaire à la responsabilité collective. La ville observait, distante mais attentive. Plus personne n'attendait de miracle. Mais plus personne ne voulait non plus accepter que tout cela n'ait servi à rien. Le cold case, loin de s'éteindre, avait trouvé une nouvelle forme d'existence. Plus discrète, plus méthodique, plus dangereuse aussi, car elle approchait lentement d'un point de rupture. Et dans cette progression presque imperceptible, sans annonce officielle, sans sirène ni caméra, quelque chose se préparait. Le cold case du Michigan, longtemps figé dans l'incertitude, avançait vers une zone où le passé et le présent allaient enfin se heurter. Pas encore une révélation. Pas encore une arrestation. Mais une tension nouvelle, tendue comme un fil, prête à céder au moindre faux pas. Le troisième mouvement s'ouvre sans rupture, comme une respiration plus courte, plus tendue, parce qu'à ce stade le cold case ne se contente plus d'exister, il commence à exercer une pression. Rien d'officiel, rien de spectaculaire, mais une sensation diffuse que les marges se resserrent. Les enquêteurs sentent que quelque chose résiste moins qu'avant, comme une surface fissurée sous des couches trop longtemps superposées. Le dossier, épais, presque lourd à manipuler, n'est plus seulement une archive, il devient un terrain instable. Ils reprennent les chronologies, non plus comme des lignes droites, mais comme des cercles, qui se trouvaient où, non pas seulement le soir de la disparition, mais les jours précédents, les semaines d'avant, les habitudes installées bien avant 1986. Le cold case impose cette logique cruelle, comprendre le banal pour espérer saisir l'exceptionnel. Les routines quotidiennes, autrefois ignorées, deviennent centrales. Les horaires fixes, les trajets répétés, les lieux où l'on ne regarde jamais vraiment. Un nom revient plus souvent que les autres, sans éclat, sans accusation directe. Un nom déjà présent dans les rapports, jamais au premier plan. Quelqu'un de connu, mais pas intime. Présent, mais jamais insistant. À l'époque, il n'avait déclenché aucune alarme. Aujourd'hui, il apparaît comme un point de convergence étrange. Pas un suspect, pas encore. Une constante. Et dans un cold case, les constantes sont rarement innocentes. Les enquêteurs avancent avec prudence. Ils savent que la tentation est grande de projeter une logique rétrospective, de forcer les pièces à s'emboîter. Ils résistent. Ils observent. Ils comparent. Ils cherchent ce qui ne colle pas, ce qui dépasse, ce qui semble trop lisse. Une déclaration répétée mot pour mot, des souvenirs figés, jamais altérés par le temps. La mémoire humaine ne fonctionne pas ainsi. Le cold case leur a appris à se méfier de la perfection. Dans la ville, l'atmosphère change imperceptiblement. Pas de panique, pas de rumeurs incontrôlées,
mais une attention accrue. Certains habitants sentent que quelque chose se passe, sans savoir quoi. Des voitures de police stationnent plus longtemps que d'habitude. Des questions sont posées à nouveau, parfois maladroitement. Des visages familiers sont invités à se souvenir. Le passé revient frapper à des portes qui pensaient ne plus jamais s'ouvrir. Pour la famille, cette phase est la plus cruelle. Pas parce qu'elle est vide, mais parce qu'elle est pleine de possibles. Chaque appel, chaque message de l'enquête ravive l'imagination. Ils se surprennent à calculer, à interpréter des silences, à chercher des indices dans le ton des voix. Le cold case, encore une fois, les place dans cet entre-deux insoutenable où l'espoir n'est ni justifié ni interdit. Les analyses techniques progressent lentement. Des comparaisons ADN sont lancées, non pas sur la promesse d'un résultat immédiat, mais pour réduire l'inconnu. Certaines correspondances sont exclues. D'autres restent en suspens. Le temps judiciaire n'a rien à voir avec le temps émotionnel. Chaque semaine, sans réponse, semble un recul. Chaque mois sans annonce alimente le doute. Pourtant, le cold case avance, presque à contre-rythme. Un détail ancien refait surface, cette fois avec plus de clarté. Un objet déplacé. Pas volé. Pas détruit. Simplement déplacé. À l'époque, cela n'avait rien signifié. Aujourd'hui, cela suggère une intention. Quelqu'un a voulu faire croire à une scène différente. Pas nécessairement pour tromper la police, mais pour gagner du temps. Et le temps, dans un cold case, est la ressource la plus précieuse. Les enquêteurs interrogent à nouveau certains témoins, avec tact, conscients de la fragilité des souvenirs. Certains refusent de parler. D'autres parlent trop. Les contradictions apparaissent, non pas flagrantes, mais subtiles. Des micro-décalages. Des hésitations. Des justifications inutiles. Rien qui suffise à lui seul. Mais l'ensemble commence à former une texture différente. Le cold case changed Poe. Dans les réunions internes, les discussions deviennent plus franches. On évoque la possibilité que l'erreur initiale n'ait pas été l'absence de pistes, mais la confiance excessive dans une hypothèse rassurante. Une histoire simple, acceptable, qui permettait de croire que le danger était extérieur. Revenir là-dessus, c'est admettre que le risque était peut-être plus proche, plus intime. Cette idée dérange encore, même des décennies plus tard. La ville réagit de manière diffuse. Certains habitants deviennent défensifs. D'autres se replient. Les regards changent. Pas de paranoïa ouverte, mais une tension sourde. Le cold case, en se réveillant, rappelle à chacun que la normalité peut masquer des fractures profondes. On commence à revoir des scènes passées avec un regard neuf, à se demander ce qui avait été ignoré par confort. Un ancien collègue de la victime accepte de parler, après des années de silence. Pas parce qu'il sait quelque chose de précis, mais parce qu'il ne supporte plus le poids de ce qu'il n'a jamais dit. Des impressions, des sensations, des moments qui, sur le coup, semblaient anodins. Aujourd'hui, ils résonnent autrement. Le cold case se nourrit aussi de ses regrets tardifs. Les enquêteurs consignent tout, sans hiérarchiser immédiatement. Ils savent que la vérité, si elle existe encore sous une forme exploitable, se cache dans l'accumulation, pas dans l'évidence. Chaque détail est une pièce potentielle. Chaque omission aussi. Le dossier devient moins linéaire, plus dense, plus vivant. La famille est tenue à l'écart de certaines informations. Non par cruauté, mais par nécessité. Trop en dire trop tôt serait une violence supplémentaire. Pourtant, ils sentent que le discours change. Moins de conditionnel. Plus de prudence calculée. Le cold case n'est plus décrit comme un mystère figé, mais comme une enquête active, fragile, mais réelle. Les nuits deviennent plus courtes pour ceux qui travaillent sur l'affaire. Pas à cause de l'urgence, mais à cause de la concentration. Le cold case exige une présence mentale constante. Il s'invite dans les pensées, dans les rêves, dans les silences. Chaque erreur potentielle est disséquée avant même d'être commise. Personne ne veut être celui qui manquera le détail décisif. Dans la ville, un événement apparemment banal déclenche une onde discrète. Une rénovation. Un terrain réaménagé. Un objet ancien découvert par hasard. Rien de concluant, mais assez pour rappeler que le sol lui-même conserve des souvenirs. Le cold case n'est pas seulement dans les dossiers. Il est inscrit dans les lieux, dans les trajets, dans les habitudes anciennes. Les enquêteurs sentent que la marge d'erreur se réduit. Pas parce qu'ils ont tout compris, mais parce que les options se ferment. Certains scénarios deviennent improbables. D'autres gagnent en cohérence. Le cold case approche d'un point où il ne pourra plus rester indéfiniment suspendu. Quelque chose devra céder. Une version. Un silence. Une protection. La communauté observe,
partagée entre la peur de savoir et celle de ne jamais savoir. Les discussions se font plus prudentes. On évite de nommer. On parle de l'affaire, comme si la distance lexicale pouvait atténuer l'impact. Mais le cold case n'est plus abstrait. Il si rapproche. Il commence à demander des comptes. Et dans cette tension croissante, sans annonce officielle, sans révélation publique, le troisième mouvement s'achève. Le mystère n'est pas encore brisé, mais il est fragilisé. Le cold case du Michigan, longtemps immobile, est désormais en déséquilibre. Quelque chose, quelque part, est sur le point de céder. Le quatrième mouvement s'installe sans prévenir, comme une pression qui monte lentement derrière les tempes, parce qu'à ce stade le cold case n'est plus seulement une enquête ouverte, c'est une présence. Il flotte dans l'air des bureaux, dans les rues de la ville, dans les silences trop longs au téléphone. Rien n'a encore explosé, mais tout menace de le faire. Les enquêteurs le sentent. Ils sont entrés dans la zone la plus instable, celle où chaque pas peut soit rapprocher de la vérité, soit faire s'effondrer tout l'édifice. Les dossiers secondaires deviennent soudain centraux. Ce qu'on appelait autrefois pistes faibles, éléments périphériques, coïncidences. Dans un cold case, les marges finissent toujours par réclamer le devant de la scène. Une plainte ancienne, classée sans suite. Une altercation signalée, minimisée. Une remarque notée à la va-vite dans un rapport jauni. Rien de spectaculaire, mais une accumulation qui, vue sous un autre angle, commence à former une silhouette. Un schéma se dessine lentement, non pas celui d'un crime impulsif, mais d'un acte contenu, pensé, presque invisible. L'idée dérange. Elle va à l'encontre de la version rassurante longtemps entretenue. Un événement isolé, une fatalité, une disparition sans intention claire. Le cold case, en avançant, oblige à envisager autre chose. Une volonté. Une continuité. Peut-être même une habitude. Les enquêteurs retournent sur certains lieux, non pas pour chercher des preuves matérielles disparues depuis longtemps, mais pour observer. Regarder ce que l'on ne regarde jamais. Les angles morts. Les accès secondaires. Les distances réelles entre deux points supposés éloignés. Sur le papier, tout semblait dispersé. Sur le terrain, tout paraît étrangement proche. Le cold case se resserre geographicamente. Dans la communauté, cette concentration est ressentie sans être comprise. Les conversations changent de ton. Les anciens souvenirs deviennent lourds. Certains habitants commencent à douter de leur propre perception passée. Ont-ils vu quelque chose? Ont-ils ignoré un détail? Le cold case agit comme un miroir cruel, renvoyant à chacun l'image de ses propres aveuglements. Une nouvelle série d'auditions est lancée, plus ciblée. Les questions sont précises, parfois inconfortables. On ne demande plus « Où étiez-vous ?», mais « Pourquoi avez-vous fait cela ?» On ne cherche plus seulement des faits, mais des motivations. Les réactions varient. Certains s'indignent. D'autres se referment. Quelques-uns, très rares, semblent soulagés de parler enfin. Le cold case révèle aussi ce que le silence a coûté à ceux qui l'ont porté. Un témoignage attire particulièrement l'attention. Pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il évite. Les phrases sont longues, sinueuses, pleines de détours inutiles. Les souvenirs sont précis sur des détails insignifiants, flous sur des points essentiels. Les enquêteurs connaissent ce pattern. Pas une preuve. Pas encore. Mais un signal. Dans un cold case, les signaux faibles sont souvent les plus dangereux. Les analyses de documents financiers anciens ajoutent une couche inattendue. Rien d'illégal en apparence. Pas de sommes énormes. Mais des mouvements irréguliers, des décisions prises sans logique apparente, des engagements à long terme soudain interrompus. Des choix qui, replacés dans le contexte de 1986, suggèrent une urgence cachée. Quelqu'un savait que quelque chose allait changer. Ou devait disparaître. La famille ressent cette accélération comme une violence sourde. On leur parle de progrès, de nouveaux axes, mais sans détail. Ils oscillent entre gratitude et colère. Le cold case leur a déjà appris à se méfier de l'espoir. Chaque avancée potentielle ravive aussi la peur de la chute. Ils vivent dans une tension constante, incapables de se projeter, coincés entre passé et présent. Dans les réunions internes, les débats deviennent plus tranchés. Certaines hypothèses sont écartées définitivement. D'autres, longtemps jugées trop sensibles, trop dérangeantes, sont désormais discutées ouvertement. L'idée que le danger ait été interne à la communauté n'est plus taboue. Elle est examinée, disséquée, testée. Le cold case oblige à regarder là où personne ne voulait regarder. Un ancien enquêteur, aujourd'hui retraité, est sollicité. Il hésite, puis accepte de revenir sur le dossier. Son regard est différent. Moins pressé.
moins chargé d'enjeux actuels. Il pointe immédiatement ce qui l'avait dérangé à l'époque, sans pouvoir le formuler clairement. Une décision prise trop vite. Une piste abandonnée sans raison solide. Le col de case révèle aussi les erreurs humaines, ordinaires, presque inévitables. Dans la ville, certains commencent à se sentir observés, même s'ils ne le sont pas. Le simple fait que l'enquête avance crée une nervosité diffuse. Des comportements changent. Des habitudes sont modifiées. Le col de case agit comme une onde psychologique. Il rappelle que le passé n'est jamais totalement enterré, qu'il peut ressurgir sans prévenir. Un nouvel élément matériel, modeste mais troublant, est réexaminé. Un objet conservé sans conviction, presque par routine administrative. Les technologies actuelles lui donnent une nouvelle voie. Pas une réponse complète, mais une direction. Les enquêteurs ne parlent pas de preuves, seulement de cohérence. Dans un cold case, la cohérence est souvent le prélude à la chute d'un mensonge ancien. Les nuits sont lourdes pour ceux qui travaillent sur l'affaire. Pas d'adrénaline spectaculaire, mais une fatigue dense, mentale. Chaque décision est pesée, chaque mot mesuré. Ils savent que le cold case ne pardonnera pas l'erreur. Pas cette fois. Pas après tant d'années. La communauté commence à se diviser silencieusement. Pas en camp visible, mais en attitude. Ceux qui veulent que tout s'éclaire, quel qu'en soit le prix. Ceux qui préfèrent que certaines choses restent enfouies. Le cold case met à nu cette fracture morale, rarement exprimée, mais profondément ancrée. Un détail revient, obsédant. Un laps de temps inexpliqué. Quelques heures. Pas assez longues pour alerter à l'époque. Trop longues pour être ignorées aujourd'hui. Les enquêteurs tournent autour, encore et encore. Ce vide temporel devient un point d'ancrage. Quelque chose s'y est produit. Quelque chose qui a nécessité préparation, discrétion, contrôle. À mesure que les pièces s'assemblent, une réalité inconfortable émerge. La vérité, si elle se confirme, ne sera pas spectaculaire au sens cinématographique. Elle sera banale, presque froide. Et c'est précisément ce qui la rend terrifiante. Le cold case n'est pas une énigme abstraite. C'est une histoire humaine, faite de choix ordinaires aux conséquences irréversibles. Le quatrième mouvement se referme sans résolution, mais avec un poids nouveau. Le mystère n'est plus diffus. Il a une forme. Une densité. Une proximité inquiétante. Le cold case du Michigan n'est plus seulement une question laissée en suspens. Il est devenu une accusation silencieuse, prête à se transformer en choc dès que la dernière résistance cédera. La cinquième vague arrive plus sourde, plus dangereuse encore, parce qu'elle ne frappe pas de front. Elle s'infiltre. Elle se glisse dans les interstices laissés par des décennies de certitudes fragiles. À ce stade, le cold case ne cherche plus. Il désigne. Il n'accuse pas encore, mais il pointe une direction, et cette direction dérange profondément, car elle mène non pas vers un monstre inconnu, mais vers un visage banal, intégré, familier. Dans les salles d'interrogatoire, l'atmosphère change imperceptiblement. Les questions sont toujours calmes, posées, presque anodines, mais leur ordre n'est plus le même. Les enquêteurs testent la résistance. Ils déplacent les repères temporels, croisent les souvenirs, superposent les versions. Le cold case devient un exercice de pression lente. On ne force rien. On attend que quelque chose cède. Les témoignages anciens, confrontés les uns aux autres, produisent désormais des frictions audibles. Pas des contradictions flagrantes, mais des micro-décalages. Des phrases qui ne s'emboîtent plus parfaitement. Des souvenirs qui semblent avoir été ajustés au fil du temps, polis pour rester acceptables. Le cold case révèle ce phénomène cruel. À force de raconter une histoire, on finit parfois par croire à sa propre version réécrite. Une figure se détache progressivement, sans jamais être nommée officiellement. Un individu dont le nom revient trop souvent dans les marges. Pas comme suspect, jamais directement. Plutôt comme témoin secondaire, contact indirect, présence périphérique. À l'époque, cela n'avait rien d'alarmant. Aujourd'hui, cette omniprésence devient lourde. Le cold case aime les constellations. Et celle-ci commence à briller trop intensément. Les enquêteurs replongent dans la chronologie, minute par minute, heure par heure. Ils découvrent que certains déplacements supposés étaient physiquement improbables. Pas impossibles. Juste difficiles. Cela signifie préparation. Anticipation. Le crime, ou la disparition, n'était pas une improvisation. Cette conclusion change tout. Elle efface l'hypothèse du chaos. Elle introduit celle du contrôle. Dans la communauté, une tension nouvelle apparaît. On ne parle plus seulement du passé. On parle du présent. De ce que l'enquête pourrait révéler. De ce qu'elle pourrait détruire.
Des réputations. Des équilibres anciens. Le col de Case cesse d'être une histoire triste. Il devient une menace potentielle. Et face à une menace, les réactions humaines sont rarement rationnelles. Certains habitants se ferment brutalement, refusent de répondre aux appels, évitent les lieux publics. D'autres, au contraire, parlent trop, multiplient les anecdotes, parfois inutiles, parfois étrangement ciblées. Les enquêteurs notent tout. Dans un cold case, le comportement compte autant que la parole. Parfois plus. Un document refait surface, presque oublié, rangé dans une boîte mal étiquetée. Une note manuscrite. Quelques lignes seulement. À l'époque, elle n'avait suscité aucun intérêt. Aujourd'hui, elle frappe par son ton. Une inquiétude diffuse. Une intuition mal formulée. Quelqu'un, quelque part, avait senti que quelque chose n'allait pas. Le cold case rappelle cruellement que l'intuition, sans preuve, est souvent condamnée au silence. Les experts consultés insistent sur un point. La durée joue contre les coupables, mais aussi contre la vérité brute. Les souvenirs s'érodent, mais les structures demeurent. Les habitudes, les relations, les dynamiques sociales. Le cold case n'est pas seulement une enquête sur un événement. C'est une autopsie d'un écosystème humain figé dans le temps. Les enquêteurs commencent à parler de noyau. Un cercle restreint de personnes dont les trajectoires se croisent trop souvent autour du point zéro. Rien de criminel en soi, mais une proximité qui, cumulée, devient significative. Le cold case se resserre, comme un étau qui ne se referme pas encore, mais dont on sent la pression constante. La famille, tenue à distance pour des raisons stratégiques, ressent un changement de ton. Moins de prudence excessive. Moins de langage administratif. Les mots deviennent plus lourds. Plus concrets. Ils comprennent que l'enquête n'est plus dans une phase exploratoire. Quelque chose se prépare. Et cette attente est presque insupportable. Le cold case leur a appris la patience, mais pas l'indifférence. Une audition particulière marque les esprits. Pas par ce qui est révélé, mais par ce qui se brise. Une assurance excessive, présente lors des entretiens précédents, disparaît soudain. Les réponses deviennent courtes. Defensives. Le regard fuit. Les enquêteurs n'interviennent pas. Ils laissent le silence faire son œuvre. Dans un cold case, le silence est une arme redoutable. Les médias commencent à sentir l'odeur du basculement. Les articles changent de vocabulaire. On parle moins de mystère, plus de responsabilité potentielle. Les titres restent prudents, mais l'angle est clair. Le cold case du Michigan n'est plus une relique des années 80. Il est un dossier brûlant, prêt à éclabousser le présent. Cette exposition médiatique provoque une onde de choc. Des appels anonymes affluents. Certains inutiles. D'autres troublants. Des fragments d'informations, impossibles à vérifier immédiatement, mais trop précis pour être ignorés. Le cold case attire toujours les voix tardives, celles qui n'ont jamais osé parler plus tôt. Par peur. Par loyauté. Par culpabilité. Les enquêteurs savent qu'ils marchent sur une ligne fine. Trop de pression, et tout se referme. Pas assez, et la vérité leur échappe. Chaque décision est stratégique. Chaque mot prononcé peut avoir des conséquences irréversibles. Le cold case exige une maîtrise presque chirurgicale du temps et des émotions. Une révélation partielle, non officielle, circule dans les couloirs. L'hypothèse d'un acte isolé est désormais écartée. Ce qui s'est passé en 1986 s'inscrit dans une logique plus large. Une suite d'événements. Peut-être même une répétition. Cette idée glace le sang. Elle transforme la victime en point central d'un système, non en exception tragique. La communauté réagit par une forme de déni diffus. Personne ne veut croire que l'horreur ait pu s'installer aussi discrètement, aussi longtemps. Le cold case devient alors un affront psychologique. Il remet en cause l'image que la ville se faisait d'elle-même. Et cette remise en cause est douloureuse. À mesure que la 5e phase avance, une certitude s'impose chez les enquêteurs. La vérité, lorsqu'elle émergera, ne laissera personne indemne. Ni ceux qui ont agi, ni ceux qui ont su, ni ceux qui ont préféré ne pas voir. Le cold case n'est pas un simple dossier judiciaire. C'est un révélateur moral. La tension atteint un point presque insoutenable. Pas de sirène. Pas d'arrestation. Rien de spectaculaire. Juste cette sensation persistante que le sol commence à se fissurer sous les pieds de certains. Que le temps, longtemps allié du silence, est en train de changer de camp. La 5e partie s'achève dans cet entre-deux dangereux. Le moment précis où l'enquête sait, sans encore pouvoir prouver. Où la ville devine, sans encore accepter.
où le cold case du Michigan, 1986, cesse définitivement d'être une histoire ancienne pour devenir une menace immédiate, suspendue, prête à s'abattre dès que le dernier verrou sautera. La 6e phase ne commence pas par une découverte spectaculaire, mais par une décision silencieuse, presque invisible, prise autour d'une table trop éclairée, dans un bureau sans fenêtre. À ce stade, le cold case n'avance plus à tâtons. Il choisit ses cibles avec une précision méthodique. Les enquêteurs cessent de ratisser large. Ils creusent. Profundament. Toujours au même endroit. Une ligne temporelle est redessinée. Pas celle des faits connus, mais celle des absences. Les trous. Les moments où personne ne peut affirmer avec certitude où se trouvaient certaines personnes clés. En 1986, ces zones grises avaient été tolérées. Aujourd'hui, elles deviennent insupportables. Le cold case transforme l'oubli en accusation potentielle. Les archives bancaires, longtemps considérées comme secondaires, prennent soudain une importance capitale. Des retraits inhabituels. De petites sommes, fractionnées, effectuées sur une courte période. Rien d'illégal en apparence. Mais replacés dans le contexte, ces gestes banals dessinent un schéma. Préparation. Anticipation. Le crime, ou ce qui s'en rapproche le plus, avait un coût. Et quelqu'un l'a assumé. Les enquêteurs consultent des spécialistes du comportement. Pas pour profiler un tueur caricatural, mais pour comprendre une mécanique humaine plus subtile, celle du mensonge maintenu sur la durée. Le cold case révèle une vérité dérangeante. Mentir une fois est difficile. Mentir toute une vie exige une discipline froide, presque professionnelle. Et cette discipline laisse des traces. Une nouvelle série d'auditions est lancée, ciblée, chirurgicale. Les mêmes questions, posées différemment, à des années de distance. Les réponses sont comparées non seulement dans leur contenu, mais dans leur rythme, leur structure, leur respiration. Certains témoins parlent comme avant. D'autres non. Le cold case écoute les silences autant que les mots. Dans un enregistrement ancien, une inflexion de voix passe inaperçue pendant des décennies. Aujourd'hui, elle est isolée, amplifiée, analysée. Une hésitation. Un mot remplacé par un autre. À l'époque, personne n'avait relevé ce détail. Maintenant, il résonne comme une alarme tardive. Le cold case ne pardonne pas les petites anomalies. La pression commence à produire des effets secondaires. Des relations se tendent. Des alliances tacites se fissurent. Deux personnes qui, autrefois, racontaient la même histoire avec une précision troublante, divergent soudain sur un détail clé. L'heure. Le lieu. La présence d'un tiers. Le cold case adore ces failles. Elles sont rarement accidentelles. Un ancien enquêteur, à la retraite depuis longtemps, accepte de parler. Officiosment. Sans micro. Sans note. Il avoue un malaise ancien, jamais formalisé. Une sensation diffuse que l'affaire avait été refermée trop vite, sous la pression politique, médiatique, communautaire. Le cold case met en lumière une réalité brutale. Certaines vérités ont été sacrifiées au nom de la paix sociale. Cette confession tardive agit comme un catalyseur. Les enquêteurs actuels comprennent qu'ils ne se battent pas seulement contre un suspect, mais contre une histoire officielle, construite pour rassurer. Le cold case devient une lutte contre le récit dominant. Et remettre en cause un récit est toujours plus dangereux que d'accuser un individu. Dans la ville, les rumeurs se transforment en soupçons. Les conversations s'interrompent lorsque certains noms sont prononcés. Les regards changent. Le cold case contamine le quotidien. Chaque geste passé est réinterprété. Chaque souvenir est réexaminé à la lumière de ce qui pourrait avoir été caché. Un objet refait surface. Pas une arme. Pas une preuve directe. Un objet banal, conservé par habitude, par oubli ou par attachement inexplicable. Son importance ne réside pas dans ce qu'il est, mais dans l'endroit où il se trouvait. Et surtout, dans la raison pour laquelle il a été gardé. Le cold case pose une question simple et dévastatrice. Pourquoi conserver ce qui devrait avoir été jeté? Les analyses techniques progressent lentement. Trop lentement pour le public. Mais chaque résultat, même négatif, resserre l'étau. Les possibilités se réduisent. Les hypothèses s'effondrent une à une. Le cold case n'avance pas par révélation, mais par élimination. Et ce processus est impitoyable. Une réunion confidentielle a lieu entre procureur et enquêteur. Le ton est grave. Il est désormais clair que si une arrestation a lieu, elle ne concernera pas un inconnu marginal. Elle touchera quelqu'un de profondément enraciné dans la communauté. Cette perspective change tout. Le cold case ne menace plus seulement un individu, mais une identité collective.
La famille ressent ce basculement sans qu'on ait besoin de le leur expliquer. Les silences se font plus lourds. Les promesses plus prudentes. Ils comprennent que la vérité approche, mais qu'elle pourrait être plus douloureuse que l'ignorance. Le cold case leur a appris que toutes les réponses ne guérissent pas. Un appel nocturne retient l'attention. Une voix hésitante. Peu de mots. Juste assez pour indiquer une direction. Pas une preuve. Un souvenir. Une scène banale devenue étrange avec le recul. Les enquêteurs savent que ce type d'appel est souvent le signe d'une culpabilité périphérique. Quelqu'un qui n'a pas agi, mais qui a vu. Et qui n'a jamais parlé. Cette information, recoupée avec d'autres éléments, renforce une hypothèse centrale. Le silence n'était pas individuel. Il était collectif. Plusieurs personnes ont su. À différents degrés. À différents moments. Le cold case révèle alors sa dimension la plus dérangeante. Il ne s'agit pas d'un secret, mais d'un pacte tacite. Les jours passent. La tension ne retombe pas. Elle s'installe. Elle devient permanente. Les enquêteurs savent qu'ils approchent d'un point de non-retour. Chaque action future déclenchera une réaction en chaîne. Le cold case atteint une masse critique. La 6e phase se conclut dans cette atmosphère étouffante. Rien n'est encore public. Rien n'est encore officiel. Mais tout est prêt. Les pièces sont en place. Les masques commencent à glisser. Et quelque part, quelqu'un comprend que le temps du confort est terminé. Que le passé, longtemps enterré, est en train de remonter à la surface, lentement, inexorablement, avec la force d'une vérité qui n'accepte plus d'être ignorée. La 7e phase s'ouvre dans un climat de faux calme, ce type de silence trompeur qui précède les ruptures irréversibles. Le cold case n'est plus une enquête en mouvement, c'est une tension constante, installée dans chaque bureau, chaque rue, chaque regard échangé trop longtemps. Rien n'explose encore, mais tout est prêt à céder. Les enquêteurs le sentent. Le rythme interne du dossier a changé. Les discussions ne portent plus sur le si, mais sur le quand. Quand la première réaction violente se produira. Quand quelqu'un parlera trop. Quand quelqu'un tentera de disparaître. Le cold case atteint ce moment dangereux où la vérité devient une menace concrète. Une surveillance discrète est mise en place. Pas de filature visible. Pas de véhicule banalisé trop évident. Juste une attention accrue portée aux habitudes. Aux ruptures d'habitude. Les enquêteurs savent qu'un individu sous pression modifie toujours son comportement, même s'il pense se contrôler. Le cold case traque ces micro-fissures. Un détail frappe immédiatement. Une personne clé change soudainement de routine. Des trajets plus longs. Des horaires irréguliers. Des détours inutiles. Rien d'illégal. Rien d'assez flagrant pour intervenir. Mais suffisamment inhabituel pour être noté. Le cold case adore les anomalies ordinaires. Elles sont rarement innocentes. Dans les dossiers, un mot commence à revenir de plus en plus souvent, murmuré, jamais écrit officiellement, panique. Pas une panique explosive. Une panique lente, intérieure, qui pousse à anticiper le pire. Les enquêteurs reconnaissent ce signe. Ils l'ont vu dans d'autres affaires. Juste avant l'effondrement. Une demande formelle est déposée pour réexaminer certains éléments matériels longtemps jugés non exploitables. La technologie a évolué. Les méthodes aussi. Ce qui était muet en 1986 peut aujourd'hui parler. Le cold case n'oublie jamais que le temps, paradoxalement, travaille parfois pour la justice. Dans un laboratoire, des fragments minuscules sont manipulés avec une prudence presque religieuse. Rien de spectaculaire. Pas de révélation immédiate. Mais une possibilité. Et dans un cold case, une possibilité suffit à bouleverser l'équilibre. Car elle redonne espoir, mais aussi peur à ceux qui pensaient être à l'abri. La rumeur de ces nouvelles analyses circule plus vite que prévu. Quelqu'un parle. Toujours. Le secret absolu n'existe pas dans une communauté de taille moyenne. Le cold case fuit dans les conversations privées, dans les silences gênés, dans les regards qui évitent soudain le contact. Une confrontation indirecte est organisée. Pas une accusation. Pas un interrogatoire formel. Une simple conversation, apparemment anodine, dans un cadre familier. Les enquêteurs observent. Ils écoutent. Ils analysent chaque variation de ton, chaque hésitation. Le cold case se nourrit de ces moments où la vigilance baisse. Quelque chose se produit. Subtle. Presque imperceptible. Une réaction trop rapide à une information secondaire. Une défense non sollicitée. Un détail justifié avant même d'être remis en question. Pour un œil non entraîné, cela ne signifie rien. Pour les enquêteurs, c'est un signal clair.
Le cold case vient de toucher un nerf. Dans la famille, l'attente devient insoutenable. Ils sentent que la machine est lancée, mais ils n'en voient pas encore les résultats. Chaque appel téléphonique provoque une montée d'adrénaline. Chaque silence prolongé devient une source d'angoisse. Le cold case les a enfermés dans une temporalité cruelle, faite d'espoir et de craintes mêlées. Les médias, eux, commencent à adopter un ton plus agressif. Les questions sont plus directes. Les articles moins prudents. On parle désormais de responsabilité morale, de complicité possible. Le cold case cesse d'être une énigme romantique. Il devient un scandale latent. Cette pression publique provoque un effet inattendu. Certains anciens témoins, jusqu'ici silencieux, se sentent menacés non par la justice, mais par le regard social. Ils craignent d'être associés à une vérité qu'ils ont peut-être aidé à enterrer. Le cold case agit alors comme un miroir impitoyable. Un témoignage tardif arrive. Fragment. Confuse. Mais chargé d'émotion. Une personne raconte une scène anodine, vécue en 1986, jamais reliée à l'affaire à l'époque. Un détail de comportement. Une phrase étrange. Un regard fuyant. Rien de condamnable en soi. Mais replacé dans le contexte actuel, ce souvenir devient troublant. Le cold case adore ces pièces tardives, car elles échappent souvent aux stratégies de défense construites au fil des ans. Les enquêteurs recoupent. Encore. Toujours. Chaque nouvelle information est comparée à l'ensemble existant. Le cold case n'accepte pas les vérités isolées. Il exige une cohérence globale. Et cette cohérence commence enfin à apparaître, inquiétante dans sa simplicité. Une certitude se renforce. Ce qui s'est passé en 1986 n'a pas été improvisé, mais protégé. Pas nécessairement par une conspiration élaborée, mais par une série de choix humains compréhensibles, lâches, ordinaires. Le cold case révèle alors son aspect le plus dérangeant. L'horreur n'a pas besoin de monstres, seulement de silence. Dans les bureaux du procureur, le ton change. On parle désormais de scénarios judiciaires concrets, de risques, De retomes. Une inculpation, si elle a lieu, ne sera pas qu'un acte légal. Ce sera un séisme. Le cold case est devenu une affaire politique, sociale, morale. Une surveillance révèle un geste inattendu. Un appel passé à une heure tardive. Une rencontre discrète. Rien d'illégal, encore une fois. Mais une tentative évidente de coordination. Le cold case reconnaît ces mouvements de fin de partie. Lorsque les pièces tentent de se rapprocher pour se protéger mutuellement. Les enquêteurs savent qu'ils doivent agir avec une extrême prudence. Trop vite, et tout s'effondre sans preuve. Trop lentement, et quelqu'un pourrait commettre l'irréparable. Le cold case est désormais une course contre des décisions humaines imprévisibles. La ville retient son souffle sans le savoir. Les rues sont les mêmes. Les maisons aussi. Mais quelque chose a changé. Une nervosité diffuse. Une sensation que le passé n'est plus un souvenir, mais une présence active. Le cold case hante désormais le présent. La 7e phase s'achève sur cette impression glaçante de proximité. La vérité n'est plus une abstraction. Elle est là, à portée de main. Dangerous. Destabilisant. Et ceux qui ont vécu pendant des décennies avec la certitude d'avoir échappé aux conséquences commencent à comprendre que le temps, ce complice silencieux, est en train de se retourner contre eux. La 8e phase commence sans annonce, sans signal clair, mais avec un basculement intérieur que les enquêteurs ressentent immédiatement. Le cold case a changé de nature. Il ne s'agit plus d'approcher la vérité. Il s'agit de la contenir, de la canaliser, pour éviter qu'elle n'explose de manière incontrôlée. À ce stade, chaque information nouvelle n'est plus seulement une pièce du puzzle, c'est une charge potentielle. Les résultats préliminaires des analyses demandées précédemment arrivent par vagues lentes, frustrantes. Rien de définitif. Rien qui puisse être brandi devant un juge. Mais suffisamment pour confirmer une intuition devenue obsédante. Certains éléments matériels ont été manipulés, déplacés ou volontairement mal interprétés à l'époque. Le cold case révèle alors une autre couche de mystère. Non seulement ce qui s'est passé, mais ce qui a été activement modifié après. Les enquêteurs replongent dans les premiers jours suivant la disparition, non plus pour comprendre l'événement, mais la réaction collective. Qui a pris les décisions? Qui a parlé en premier? Qui a cadré le récit initial? Dans un cold case, le premier récit est souvent le plus dangereux, car il façonne tous les suivants. Et celui-ci porte les marques d'une construction hâtive. Un nom revient, encore, toujours en périphérie. Jamais au centre. Jamais exposé. Une figure de médiation. Quelqu'un qui a aidé, conseillé, rassuré. À l'époque,
Cette présence était perçue comme un soutien. Aujourd'hui, elle apparaît comme un filtre. Le cold case commence à comprendre comment certaines vérités ont été amorties avant même de pouvoir faire mal. La pression monte chez ceux qui sentent que leur rôle passé pourrait être réexaminé. Pas nécessairement les coupables directs, mais les facilitateurs. Ceux qui ont rendu le silence possible. Le cold case n'accuse pas encore, mais il est clair, et cette lumière est insupportable pour ceux qui ont appris à vivre dans l'ombre morale. Un rendez-vous imprévu est demandé par une personne jusque-là considérée comme secondaire. La voix est tendue. Les mots sont choisis avec soin. Cette personne ne veut pas tout dire. Elle veut tester. Voir jusqu'où l'enquête est prête à aller. Les enquêteurs acceptent. Dans un cold case, ces rencontres sont des moments clés où la peur commence à fissurer les défenses. Lors de l'entretien, rien de spectaculaire n'est révélé. Juste une chronologie légèrement différente. Un souvenir déplacé de quelques heures. Un détail qu'on n'avait jamais jugé important. Mais cette modification a un effet domino. Elle rend impossible une autre version longtemps acceptée. Le cold case ne progresse pas par coups de tonnerre, mais par effondrement discret. Dans la ville, le climat devient irrespirable. Les conversations s'interrompent brutalement à l'arrivée de certains visages. Les liens anciens se tendent. Des amitiés de 30 ans se refroidissent sans explication. Le cold case agit comme un révélateur acide, dissolvant les façades sociales soigneusement entretenues. Les enquêteurs reçoivent des informations contradictoires provenant de la même source, à quelques jours d'intervalle. Ce type d'erreur n'est pas anodin. Il indique une fatigue mentale, une surcharge émotionnelle. Quelqu'un lutte pour maintenir deux récits incompatibles. Le cold case reconnaît ce symptôme. Il apparaît toujours lorsque le mensonge devient trop lourd. Une réunion stratégique est organisée, tard dans la nuit. Pas pour décider d'une arrestation, mais pour anticiper les réactions en chaîne. Qui parlera en premier si un nom sort publiquement? Qui se taira? Qui tentera de se protéger en sacrifiant un autre? Le cold case, à ce stade, ressemble moins à une enquête qu'à une cartographie des peurs humaines. La famille est enfin informée, partiellement, volontairement de manière floue. Pas de promesse. Pas de date. Juste une reconnaissance implicite. Oui, quelque chose a été caché. Cette validation est à la fois un soulagement et une nouvelle blessure. Le cold case leur retire l'illusion de l'erreur pour la remplacer par celle de la trahison. Un document administratif, banal en apparence, attire l'attention. Une signature. Une date incohérente. Une validation effectuée trop rapidement. À l'époque, personne n'avait remis en cause cette formalité. Aujourd'hui, elle soulève une question centrale. Qui avait intérêt à accélérer? Le cold case, c'est que la hâte est rarement innocente. Les médias sentent que l'affaire est en train de muter. Le vocabulaire change encore. On parle désormais de défaillance, de zone d'ombre institutionnelle. Le cold case dépasse le cadre criminel pour entrer dans celui de la responsabilité collective. Et cette perspective inquiète bien plus que l'idée d'un coupable unique. Un ancien ami de la victime accepte de parler publiquement, pour la première fois. La voix tremble. Les souvenirs sont fragmentés. Mais une phrase, simple, frappe par sa sincérité brutale. On nous a dit de ne pas poser de questions. Cette phrase résonne comme un aveu collectif. Le cold case s'ancre alors dans une réalité glaçante. Le silence n'était pas seulement spontané, il était encouragé. Les enquêteurs commencent à sentir une urgence nouvelle. Pas judiciaire. Humane. Certains acteurs de l'époque vieillissent rapidement. La mémoire se dégrade. Le temps, longtemps allié du mensonge, devient désormais une menace pour la vérité elle-même. Le cold case est confronté à une course contre l'effacement. Un échange intercepté révèle une inquiétude explicite, la peur que tout remonte. Ces mots, simples, sans contexte criminel direct, confirment pourtant l'essentiel. Quelque chose a été enfoui volontairement. Et ceux qui le savent redoutent son retour. Le cold case n'a plus besoin d'imaginer. Il écoute. La tension atteint un niveau presque physique. Les enquêteurs dorment mal. Les discussions tournent en boucle. Chaque décision semble lourde de conséquences irréversibles. Le cold case est arrivé à ce point critique où avancer signifie tout bouleverser, et s'arrêter signifie trahir la vérité. La 8e phase se termine sans résolution, mais avec une certitude glaçante. L'affaire ne concerne plus seulement ce qui est arrivé en 1986, mais ce qui s'est produit chaque jour depuis, dans le choix de se taire, de détourner le regard, de préserver un équilibre construit sur l'absence de vérité. Le cold case n'est plus un fantôme du passé. Il est devenu un miroir tendu au présent, et personne ne peut plus éviter son reflet.
La 9e phase s'installe comme une suffocation lente. Plus rien n'avance à découvert. Chaque mouvement est pesé, chaque parole mesurée, comme si le cold case lui-même avait appris à respirer plus doucement pour ne pas alerter ceux qui sentent désormais la vérité rôder trop près. À ce stade, l'enquête n'est plus une quête. C'est une confrontation différée, un face-à-face invisible entre ce qui est su et ce qui refuse encore d'être dit. Les enquêteurs comprennent qu'ils ont atteint le cœur mou de l'affaire, cette zone instable où la vérité n'est plus cachée derrière des absences, mais maintenue en place par la peur. La peur de perdre un statut. La peur de voir une vie entière réévaluée à la lumière d'un acte ancien. Le cold case révèle alors une constante universelle. Les secrets les plus solides ne sont pas gardés par la force, mais par l'anticipation des conséquences. Un changement stratégique s'opère. On cesse de poser des questions directes. On observe. On laisse parler les comportements. Les enquêteurs savent que lorsque la pression devient insupportable, les erreurs surgissent dans les gestes les plus anodins. Un message envoyé trop tard. Une réponse trop rapide. Une justification donnée sans qu'elle soit demandée. Le cold case n'a plus besoin d'insister. Il attend. Dans les communications internes, un mot apparaît de plus en plus souvent, fragilité. Non pas celle des preuves, mais celle des personnes. Certains acteurs clés montrent des signes d'épuisement émotionnel. Insomnies. Irritabilite. Isolement sodane. Le cold case agit comme un poison lent, rongeant les défenses construites pendant des décennies. Une rencontre imprévue se produit dans un lieu public, presque banal. Deux personnes liées indirectement à l'affaire se croisent. Rien d'illégal, rien de spectaculaire. Mais les images captées montrent une nervosité palpable. Des gestes saccadés. Une conversation trop courte. Un départ précipité. Le cold case enregistre ce moment comme un signal. Quelque chose a été compris. Et cette compréhension provoque la fuite. Les enquêteurs recoupent avec des données anciennes. Ils réalisent que ces deux individus avaient déjà été en contact dans les jours suivant la disparition en 1986, sans que cela n'ait été jugé pertinent à l'époque. Aujourd'hui, cette connexion tardive prend un sens nouveau. Le cold case ne découvre pas de nouvelles relations. Il révèle leur importance réelle. Dans la ville, l'atmosphère devient presque hostile. Pas violente. Méfiante. Les gens parlent à voix basse. Les questions sont esquivées. Les sourires sont crispés. Le cold case a cessé d'être une histoire extérieure. Il est devenu une menace intime, capable de redéfinir des identités construites sur la respectabilité. Les médias reçoivent des fuites partielles. Pas assez pour publier. Juste assez pour comprendre que l'affaire ne sera pas propre. Pas linéaire. Pas rassurante. Le vocabulaire se durcit encore. On parle désormais de « chaîne de responsabilité ». Le cold case quitte définitivement le terrain du fait divers pour entrer dans celui du traumatisme collectif. Un expert externe est consulté, spécialisé dans les dynamiques de silence communautaire. Son analyse est brutale. Lorsqu'un secret dure aussi longtemps, ce n'est pas par oubli, mais par utilité. Le cold case, selon lui, a servi de ciment social. Un accord tacite selon lequel certains sujets ne seraient jamais abordés pour préserver une illusion de stabilité. Cette lecture change la perspective des enquêteurs. Ils comprennent que faire éclater la vérité reviendra à briser un pacte ancien. Et les pactes, même tacites, se défendent avec une énergie désespérée. Le cold case n'est plus seulement un dossier. C'est une rupture annoncée. Un nouvel élément matériel est réexaminé, non pour ce qu'il prouve, mais pour ce qu'il contredit. Un horaire. Une localisation. Une trace administrative. Individuellement, ces éléments sont faibles. Ensemble, ils rendent impossible le récit officiel maintenu depuis 1986. Le cold case ne prouve pas encore. Il invalide. Cette invalidation provoque une onde de choc interne. Les enquêteurs réalisent qu'une partie de la vérité est désormais irréversible. Même sans arrestation immédiate, même sans procès, l'histoire telle qu'elle a été racontée ne tient plus. Le cold case a franchi un point de non-retour narratif. Un témoin jusque-là considéré comme fiable commence à se rétracter partiellement. Pas sur l'ensemble de son témoignage. Juste sur un détail précis. Puis un autre. Puis un autre encore. Cette fragmentation est révélatrice. Elle indique que le récit initial était une construction fragile, maintenue par la répétition. Le cold case fissure cette répétition. Les enquêteurs sentent la fatigue gagner les rangs. Pas une fatigue physique. Une fatigue morale. Le poids de ce qu'ils savent, sans pouvoir encore l'exposer pleinement, devient lourd.
Chaque journée passée sans action publique est ressentie comme une trahison silencieuse. Le cold case exige une patience qui frôle la cruauté. La famille, de son côté, traverse une phase ambiguë. L'espoir d'une vérité proche se mêle à la peur de ce qu'elle révélera. Ils comprennent désormais que la disparition n'était pas seulement un acte isolé, mais un événement absorbé, digéré, neutralisé par tout un environnement. Cette prise de conscience est presque plus douloureuse que l'absence initiale. Un échange confidentiel entre procureurs évoque pour la première fois la possibilité d'un aveu partiel. Pas un aveu héroïque. Pas une confession cathartique. Un aveu stratégique. Celui qui consiste à dire juste assez pour sauver l'essentiel. Le cold case, c'est que ce type de manœuvre est fréquent lorsque la pression atteint ce niveau. Les enquêteurs se préparent à cette éventualité. Ils savent que l'aveu partiel est une arme à double tranchant. Il peut ouvrir la voie à la vérité, ou la refermer définitivement sous une version acceptable, juridiquement exploitable, mais moralement incomplète. Le cold case se trouve à une croisée dangereuse. Dans les rues, rien ne semble différent. Les mêmes façades, les mêmes commerces. Mais sous cette normalité apparente, quelque chose vibre. Une inquiétude sourde. Une attente confuse. Le cold case est devenu une présence invisible, installée dans les esprits, rappelant que le passé n'est jamais vraiment passé lorsqu'il a été bâti sur le silence. La 9e phase s'achève dans cette tension extrême, sans résolution, sans arrestation, mais avec une certitude désormais partagée par ceux qui savent. La vérité est trop proche pour être ignorée, trop dangereuse pour être libérée sans conséquences majeures. Le cold case du Michigan, 1986, n'est plus une énigme figée. Il est une fracture imminente, prête à s'ouvrir dès que la première parole irréversible sera prononcée. La 10e phase commence dans un état de tension presque irréel, comme si tout le système retenait son souffle. Le cold case n'avance plus. Il pèse. Il appuie de tout son poids sur ceux qui, pendant des décennies, ont appris à vivre avec l'idée que certaines vérités pouvaient rester enfouies sans conséquence. À ce stade, le danger n'est plus l'ignorance. C'est l'éveil. Les enquêteurs savent qu'ils ont franchi une limite invisible. Ils ne sont plus en train de chercher ce qui s'est passé. Ils cherchent comment cela a pu rester caché aussi longtemps. Cette question, plus corrosive encore que celle du crime lui-même, transforme chaque découverte en accusation implicite. Le cold case devient un procès du temps. Un signal faible déclenche une alerte interne. Un changement juridique discret. Une consultation d'avocats inhabituelle. Pas une défense affichée. Une préparation. Ceux qui se sentent menacés ne fuient pas toujours. Ils se structurent. Le cold case reconnaît cette phase. C'est le moment où les stratégies remplacent les mensonges improvisés. Les échanges entre enquêteurs et procureurs se durcissent. Les mots sont choisis avec une extrême prudence. Chaque hypothèse est évaluée non seulement sur sa solidité, mais sur son impact. Qui sera exposé? Qui sera protégé? Qui tombera en premier si la chaîne commence à se rompre? Le cold case n'est plus seulement une affaire judiciaire. C'est une architecture fragile prête à s'effondrer. Une audition cruciale est programmée. Pas annoncée. Pas médiatisée. Une personne centrale, longtemps restée à la frontière entre témoins et acteurs passifs, est invitée à parler une nouvelle fois. Officiellement, il s'agit de clarifier des incohérences mineures. En réalité, tout le monde sait que c'est un test de résistance. L'entretien commence calmement. Trop calmement. Les questions sont simples. Déjà posées par le passé. Les réponses arrivent vite, presque mécaniquement. Mais quelque chose cloche. Un détail. Une chronologie légèrement compressée. Une phrase qui saute une étape logique. Le cold case repère immédiatement ce raccourci narratif. Il trahit une volonté d'éviter un point précis. Le silence qui suit est long. Incomfortable. Aucun enquêteur ne le rompt. Dans un cold case, le silence est une invitation à combler le vide. Et parfois, celui qui parle le fait sans s'en rendre compte. Une phrase de trop. Une précision non demandée. Le regard se détourne. Le corps se replie. Le masque glisse. Ce n'est pas un aveu. Pas encore. Mais c'est une fissure nette. Suffisante pour justifier un changement de statut interne. Suffisante pour déclencher une série de vérifications parallèles. Le cold case entre dans une phase technique, presque chirurgicale, où chaque mot prononcé est disséqué. Les jours suivants, les enquêteurs travaillent dans une urgence contenue. Pas de précipitation visible. Mais une activité intense, nocturne, silencieuse. Des recoupements finaux. Des confirmations croisées. Le cold case n'accepte plus les probabilités.
Il exige des certitudes exploitables. Une information cruciale émerge alors, non pas d'une preuve nouvelle, mais d'un enchaînement logique devenu inévitable. Si telle personne était là, alors telle autre ne pouvait pas l'être. Si ce déplacement est réel, alors ce témoignage est faux. Le cold case ne révèle pas une vérité spectaculaire. Il enferme progressivement les mensonges dans une impasse. Dans la communauté, la peur change de visage. Elle n'est plus diffuse. Elle devient ciblée. Certains noms cessent d'être prononcés en public. D'autres circulent à voix basse. Le cold case agit comme une lame sous la surface sociale, prête à couper dès que la pression sera suffisante. Les médias sentent que quelque chose approche, sans pouvoir l'identifier précisément. Les demandes d'interviews se multiplient. Les articles spéculatifs fleurissent. Les autorités résistent. Pour l'instant, le cold case a besoin de silence pour finaliser ce qui est en train de se jouer. La famille reçoit un message bref. Pas de détails. Juste une phrase lourde de sens, nous approchons d'un moment décisif. Cette annonce, attendue depuis des décennies, provoque une réaction paradoxale. Un mélange d'espoir et de terreur. Le cold case leur a appris que toute avancée a un prix émotionnel. Une réunion confidentielle scelle une décision irréversible. Le dossier est jugé suffisamment solide pour un passage à l'étape suivante. Pas encore une arrestation publique, mais une action qui rendra impossible tout retour en arrière. Le cold case cesse d'être une enquête ouverte. Il devient une confrontation imminente. Ce choix n'est pas unanimement applaudi. Certains craignent un effondrement partiel de la vérité. D'autres redoutent une réaction en chaîne incontrôlable. Mais l'alternative, continuer à attendre, est jugée plus dangereuse encore. Le cold case a atteint sa limite temporelle. Dans les dernières heures de cette phase, une tension presque physique envahit les équipes. Les téléphones sont surveillés. Les déplacements limités. Chaque détail est consigné. Le cold case se prépare à l'impact. Et pendant ce temps, ailleurs, quelqu'un comprend. Vraiment. Comprend que le système qui l'a protégé pendant si longtemps est en train de se fissurer. Que les silences ne suffisent plus. Que les versions répétées s'effritent sous leur propre poids. Cette prise de conscience est brutale. Elle isole. Elle pousse à des décisions désespérées. La 10e phase s'achève dans cet instant suspendu, juste avant la chute ou la révélation. Rien n'est encore public. Rien n'est encore acté officiellement. Mais le cold case du Michigan, 1986, est désormais prêt à sortir de l'ombre. Et lorsque cela arrivera, ce ne sera pas une simple résolution. Ce sera une déflagration morale, capable de redessiner le passé, le présent, et la manière même dont une communauté se raconte son histoire. La 11e phase débute dans un silence pesant, celui qui précède toujours le choc final. Le cold case du Michigan, 1986, n'est plus une affaire lointaine. Il est devenu un spectre vivant, rôdant dans chaque bureau, chaque rue, chaque conversation interrompue. Les enquêteurs ressentent la densité de l'histoire qui se referme sur eux, comme si le passé s'imposait dans le présent avec une force irréversible. Il ne reste plus qu'à observer, à coordonner, à préparer la vérité à éclater. Les jours précédant l'action finale sont marqués par une activité frénétique, discrète, méthodique. Chaque document est revu, chaque témoignage recoupé, chaque pièce matérielle analysée sous un angle nouveau. Rien n'est laissé au hasard. Le cold case exige cette perfection silencieuse, car il sait que la moindre faiblesse peut compromettre des décennies d'investigation et permettre aux mensonges de s'échapper encore une fois. Un élément longtemps considéré comme insignifiant prend soudain une importance capitale. Une photo ancienne, floue, délavée par le temps. Une simple image qui avait été rangée dans une archive poussiéreuse. Mais aujourd'hui, analysée avec les outils modernes et replacée dans la chronologie exacte, elle révèle une présence inattendue, un détail fugace que personne n'avait remarqué. Un individu à l'arrière-plan, dont la posture et le comportement contredisent les récits officiels. Le cold case aime ces révélations lentes, comme des aiguilles de lumière perçant un voile épais. Dans le bureau des enquêteurs, les discussions sont plus tendues que jamais. Chaque hypothèse est pesée. Chaque mot évalué pour son impact potentiel. On sait que la moindre fuite pourrait provoquer un effet domino irréversible. Le cold case n'est pas seulement un dossier juridique, c'est une architecture fragile de psychologie, de mémoire et de stratégie. Les enquêteurs se déplacent dans cette tension comme des funambules, équilibrant vérité et précaution. Un témoin clé, longtemps silencieux, accepte enfin de parler officiellement. La nervosité est palpable. Chaque phrase est mesurée. Chaque regard scruté. Mais ce qui semble au départ anodin devient rapidement le point d'inflexion.
Ce témoin révèle une observation faite peu après la disparition, quelque chose qui contredit les versions connues et relie plusieurs éléments disparates du puzzle. Le cold case, invisible mais omniprésent, sourit de cette fissure ouverte dans le mur de silence. Dans la communauté, la tension se fait sentir. Les conversations sont plus rapides, plus prudentes. Les regards se détournent. Certains visages autrefois familiers deviennent méfiants. Le cold case n'est plus un secret. Il est une présence diffuse, une menace invisible qui s'insinue dans les interactions quotidiennes, rappelant à chacun que le passé, même oublié, peut revenir avec une force dévastatrice. Les médias commencent à flairer la tempête. Des rumeurs, des fuites calculées, des indices suggérant qu'une révélation imminente est en préparation. Le vocabulaire change. Les articles évoquent désormais des vérités longtemps cachées, des révélations sur la communauté, des fractures morales. Le cold case, en dehors de toute juridiction officielle, agit comme un levier, manipulant les attentes et amplifiant la pression. Une réunion confidentielle entre procureurs et enquêteurs scelle les décisions finales. Les arrestations éventuelles sont planifiées. Les stratégies de communication élaborées. Tout doit être coordonné pour que l'impact soit maximal et que les preuves résistent à l'examen. Le cold case devient une orchestration méticuleuse de faits, de psychologie et de timing. Le moment décisif approche. Une confrontation avec le suspect principal est organisée. Ce n'est pas un interrogatoire classique. C'est une préparation soigneusement calibrée pour provoquer une réaction irréversible. Chaque question, chaque pause, chaque geste est destiné à guider la personne vers une révélation partielle, un aveu stratégique. Le cold case, c'est qu'à ce stade, ce n'est pas la force qui fait céder les secrets, mais la pression psychologique cumulative. Dans les heures précédant l'aveu, les enquêteurs observent la fatigue, la tension et l'anxiété chez tous les acteurs concernés. Les routines sont brisées, les habitudes surveillées, les gestes minutieusement analysés. Le cold case exploite ces failles invisibles, ces tensions accumulées depuis des décennies, pour pousser la vérité à la surface. Puis vient le moment de bascule. Le suspect, confronté aux contradictions irréfutables et à la précision méthodique des investigations, cède enfin. Les mots sortent avec hésitation, fragmentés, mais porteurs de la vérité longtemps enfouie. L'aveu n'est pas un déballage dramatique. Il est précis, froid, méthodique, une confession dictée par la logique implacable du cold case et la certitude qu'il n'existe plus d'échappatoire. La communauté réagit avec un mélange de choc, d'incrédulité et de fascination. Les vies sont bouleversées. Les silences d'une génération sont brisés. Le cold case transforme l'histoire locale en une épreuve collective de mémoire et de morale. Ceux qui ont su, ceux qui ont détourné le regard, ceux qui ont cru protéger des secrets, sont confrontés à la dure réalité. Le temps n'est jamais un allié durable. Les familles des victimes ressentent enfin une forme de résolution, mêlée à une douleur nouvelle. La disparition initiale n'est pas effacée. Les souvenirs restent. Mais le voile de mensonge est levé, et avec lui, une compréhension glaciale de ce qui s'est passé, des choix humains, des silences complices et des manipulations subtiles qui ont maintenu l'affaire dans l'ombre pendant tant d'années. Les médias publient les faits avec un impact retentissant. Les révélations sont partout. Le cold case, qui avait semblé immobile pendant des décennies, se révèle soudain explosif, exposant non seulement le crime, mais les mécanismes de protection, de peur et de mensonge qui ont permis à la vérité de rester cachée. L'effet sur la communauté est profond et durable. Les relations changent, les alliances se fissurent, les loyautés sont redéfinies. Le cold case ne disparaît pas avec l'arrestation. Il devient une référence, un rappel que le silence et le temps ne suffisent jamais à effacer la vérité. Les cicatrices restent, mais la justice, même tardive, impose son empreinte. À la fin de cette 11e phase, le cold case du Michigan, 1986, atteint son achèvement narratif. L'arrestation expose des secrets enfouis depuis des décennies, les aveux libèrent des vérités longtemps étouffées, et la communauté est confrontée à un miroir brutal. La mémoire collective a été manipulée par le silence et la peur. Le cold case, invisible mais implacable, a imposé sa loi, révélant que la vérité, même retardée, finit toujours par s'imposer et que le poids des décennies ne protège jamais entièrement ceux qui ont choisi de se taire.